Avec les progrès de la génétique, dans l'univers du syndrome X fragile, on entend de plus en plus parler, parce qu'on a des liens qui ont été établis depuis déjà plusieurs années, d'insuffisance ovarienne précoce. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'insuffisance ovarienne précoce se définit donc par un ovaire qui va fonctionner de façon insuffisante précocement, c'est-à-dire avant l'âge de la ménopause habituelle chez les femmes. Le rôle de l'ovaire, il est chaque mois, entre la puberté et la ménopause, de produire des hormones et de produire un ovule. Dans l'insuffisance ovarienne, le nombre d'ovules qui existent dans l'ovaire est diminué et n'arrive plus à être produit correctement. Cela va s'associer à une diminution de la production des hormones. Donc ça va se traduire chez les femmes par des troubles des cycles, avec des cycles qui peuvent se raccourcir, puis s'allonger ou ne plus venir pendant plusieurs mois, associé à une carence en production hormonale qui va se traduire par des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, une sécheresse vaginale, des troubles du sommeil par exemple. Donc ça définit le tableau de l'insuffisance ovarienne. La définition pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est une femme qui, avant l'âge de 40 ans, parce qu'après l'âge de 40 ans, ces troubles ovariens vont devenir un peu physiologiques. Donc avant l'âge de 40 ans, va présenter des troubles du cycle, soit donc des cycles qui se raccourcissent, qui s'allongent ou qui ne sont plus présents, avec, au niveau de la prise de sang, au bilan hormonal, des marqueurs qui vont témoigner de l'absence ou de la diminution importante du fonctionnement de l'ovaire. Donc les hormones qu'on va doser, ce sont la FSH. La FSH, c'est une hormone de l'hypophyse, donc du petit gendarme de toutes les glandes de l'organisme, et l'estradiol, qui est l'hormone des ovaires. Et donc ce qu'on va voir chez ces femmes, c'est que la FSH s'élève, ça veut dire devient très élevée par rapport aux normes du laboratoire, puisqu'elle entend le signal de l'ovaire qui n'arrive plus à fonctionner correctement. Donc on définit une insuffisance ovarienne chez une femme avant 40 ans qui a des troubles du cycle menstruel et qui présente une élévation de cette FSH. Et donc, il a été dit qu'elle devait être au-delà de 25 unités par litre, c'est une norme internationale. Il y a probablement un continuum et on peut dire que 23 ou 27, c'est un peu la même chose. Mais donc, cette hormone s'élève parce qu'elle... et ça témoigne de l'absence du fonctionnement ovarien ou de sa diminution. Et j'imagine, comme le nombre de répétitions du triplet de base CGG, où c'est à partir de 200 ou 180-200 qu'on est atteint du syndrome X fragile et qu'il y a l'état de prémutation, on a un peu le même phénomène pour l'IOP, c'est-à-dire qu'on a aussi un état de mauvais fonctionnement ovarien, mais inférieur aux normes de l'IOP. Oui, tout à fait. Alors en fait, on a défini 3 classes différentes. Donc il y a un fonctionnement ovarien qu'on dit normal. Donc c'est une jeune femme, toujours avant l'âge de 40 ans. Après l'âge de 40 ans, on entre dans l'état de la préménopause où tout ça devient physiologique. Donc si on se place avant l'âge de 40 ans, on peut avoir donc une femme dont les cycles sont réguliers et dont les taux hormonaux témoignent d'un bon fonctionnement de l'ovaire et d'une bonne réserve de l'ovaire en ovules. On a des patientes qui vont présenter une insuffisance ovarienne, donc avec des troubles du cycle menstruel, et des taux hormonaux qui témoignent d'une diminution, voire d'une absence d'ovules dans l'ovaire. Et puis en effet, entre les deux, il y a des patientes qu'on va appeler des patientes qui ont une réserve ovarienne altérée. La réserve ovarienne, ce qu'on appelle comme ça, c'est la réserve en follicule. Le follicule, c'est la structure qui contient l'ovule. En fait, elles ont souvent des cycles réguliers, mais quand on fait la prise de sang, on va voir que la réserve en follicule est plus basse que celle qu'on attend chez une femme de cet âge-là. Donc, est-ce que l'IOP peut être considéré comme une ménopause précoce ? Alors non, on distingue bien l'insuffisance ovarienne précoce de la ménopause précoce. Ce qu'on appelle ménopause précoce, c'est une ménopause qui survient chez une femme entre 40 et 50 ans, c'est-à-dire 50 ans étant à peu près l'âge moyen de la ménopause, c'est 51 ans en France. La ménopause, c'est un phénomène définitif où il va y avoir plus aucune fonction ovarienne. L'insuffisance ovarienne, c'est un ovaire qui dysfonctionne mais qui est parfois capable de revenir à un fonctionnement pour une durée
plus ou moins courtes ou plus ou moins longues, ça on ne sait pas le déterminer. Et période au cours de laquelle on peut donc avoir encore des règles et parfois voir des grossesses. C'est donc très différent d'une ménopause où il y a un arrêt définitif de la fonction ovarienne. Et donc le diagnostic, généralement, il est posé suite à quels symptômes perçus, ces règles justement qui sont sur des cycles... Voilà. On fait en général le diagnostic d'insuffisance ovarienne chez une patiente qui vient consulter parce que ses règles ne sont plus régulières tous les mois. Elles deviennent soit très courtes, soit elles s'espacent beaucoup, voire elles ne reviennent pas. Par exemple, il y a des femmes qui prennent une contraception hormonale et à l'arrêt de celle-ci, elles vont ne plus voir leur retour de cycle. Et parfois, elles se plaignent aussi de symptômes associés à type de bouffée de chaleur en particulier, qui orientent sur le fait que l'ovaire ne fonctionne plus correctement. Et donc le lien qui a été mis à jour avec la prémutation chez les femmes atteintes donc de prémutation du syndrome X fragile, elle a été faite depuis un moment, elle est établie, c'est la seule cause, une des causes principales. Alors ce lien entre l'insuffisance ovarienne et la prémutation, on le connaît depuis une petite vingtaine d'années, c'est beaucoup plus clair depuis environ 15 ans. Ce n'est pas la seule cause d'insuffisance ovarienne. Une patiente qui vient avec un tableau d'insuffisance ovarienne peut avoir d'autres anomalies qui sont à l'origine de ce trouble ovarien. Mais c'est quand même une cause importante et qu'on va rechercher systématiquement chez ces femmes. Ce lien, il est dépendant du nombre de répétitions des triplés. Et cette relation, elle n'est pas linéaire comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire on n'a pas plus de risques, plus on a un nombre de répétitions importantes. C'est une courbe en U. Le maximal de risque de l'insuffisance ovarienne, qui est à peu près établi à 20-25%, donc ce n'est pas non plus toutes les femmes, ce sont pour des femmes qui ont entre 80 et 100 répétitions. On n'explique pas ce phénomène Pour l'instant, on connaît en fait très mal le rôle de ce gène et de sa protéine au sein de l'ovaire. Les hypothèses qui sont émises aujourd'hui, mais qui restent à l'état d'hypothèse, ce n'est pas démontré, c'est que peut-être que le stock de follicules, donc d'ovules qu'on a à la naissance et qui est déterminé, il est plus petit et va s'épuiser plus rapidement chez les femmes qui ont une prémutation. Mais là encore, toutes les femmes qui ont une prémutation dans cette zone ne vont pas obligatoirement présenter une insuffisance ovarienne. D'où l'importance de faire de la prévention et du conseil chez les femmes qui sont dans cette zone, qui ont une prémutation, pour évaluer leur fonction ovarienne, leur réserve ovarienne et pouvoir les conseiller au mieux dans leur projet. C'est un conseil d'aller consulter pour toute femme prémutée? Ah oui, je pense que toute femme prémutée doit avoir une consultation dédiée de médecine de la reproduction, donc qui peut être fait par un endocrinologue ou par un gynécologue spécialisé et qui connaît bien cette maladie et qui puisse au mieux dresser un état des lieux avec cette femme et puis l'accompagner dans son projet, soit parental, soit de contraception, soit de savoir exactement où elle en est. C'est quand même un phénomène qui incite à réfléchir pour un couple qui a un projet d'enfant. Effectivement, même en cas de réserve ovarienne altérée, il faut éventuellement agir pour... Alors, pour le projet parental, la question est complexe. Chez une femme qui a une insuffisance ovarienne, on ne peut pas aider à augmenter les chances de grossesse spontanée par toutes les techniques qu'on connaît aujourd'hui. Quand une femme est diagnostiquée avec une insuffisance ovarienne, sa chance de grossesse n'est pas nulle, elle n'est pas stérile, mais elle est dite infertile, c'est-à-dire que ses chances de grossesse sont diminuées et sont d'autant plus diminuées que l'insuffisance ovarienne est profonde, on va dire. Mais certaines patientes vont présenter des grossesses spontanées sans qu'on sache exactement le prédire, ni connaître exactement des facteurs prédictifs qui pourraient nous dire que là, on a une chance d'avoir une grossesse spontanée. Pour une femme qui a une réserve ovarienne altérée, donc ses chances de grossesse spontanée, il est très difficile de savoir à quel point elles sont diminuées par rapport à une femme qui a des marqueurs de réserve normaux pour l'âge.
puisque ces marqueurs de réserve ovarienne ne sont pas prédictifs de grossesse spontanée. En revanche, elles vont moins bien répondre s'il y a besoin de faire une fécondation in vitro ou une aide médicale à la procréation. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a défini cet intitulé qui est réserve ovarienne altérée. Il est recommandé pour toute femme chez qui on a fait un diagnostic de prémutation, quelle que soit la raison ou la cause pour laquelle on est arrivé à ce diagnostic, d'avoir une consultation spécialisée avec un endocrinologue ou un gynécologue d'un centre de référence pour cette maladie. Donc ça, c'est très simple de trouver un spécialiste dans chaque région. Il suffit d'aller sur le site des maladies rares endocriniennes qui s'appelle FIRANDO. Et sur ce site sont listés tous les centres de référence et les centres de compétences dans l'ensemble de la France. Donc si vous tapez insuffisance ovarienne précoce, vous trouverez dans votre région le centre spécialiste qui peut vous recevoir. Le généticien aussi va faire ce travail d'information, mais il est bien d'avoir une consultation un peu plus spécialisée en médecine de la reproduction, surtout si on a un projet parental. Donc l'intérêt de cette consultation, ça va être de faire le point sur la réserve ovarienne, de faire le point sur l'existence ou non d'un projet parental et de faire le point sur les propositions qu'on peut avoir pour accompagner les couples dans ce projet parental. Là aussi, il y a plusieurs propositions. Soit la jeune femme n'est pas en couple, n'a pas de projet parental, mais est dans une zone à risque parce qu'elle porte cette prémutation de faire une insuffisance ovarienne. Dans ces cas-là, on peut faire ce qu'on appelle de la préservation de fertilité. La préservation de fertilité, ça veut dire stimuler les ovaires pour aller chercher, ponctionner les ovules et les congeler pour pouvoir les réutiliser plus tard si jamais, quand le projet parental venait, les ovaires ne fonctionnaient plus et l'insuffisance ovarienne s'était installée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, même si on ne sait pas si à 100% l'insuffisance ovarienne s'installera chez cette femme. Mais comme le risque existe, on peut proposer à ces femmes de faire une préservation de fertilité. La deuxième chose, c'est que si cette femme est en couple et qu'il y a un projet parental, ils peuvent avoir accès à ce qu'on appelle un diagnostic prénatal ou anténatal. Il y a deux méthodes qui sont proposées en France. Il y a le diagnostic préimplantatoire. Ça veut dire que le couple va aller dans un centre spécialisé de diagnostic préimplantatoire qu'on appelle DPI, qui est spécialisé pour l'X fragile. Ils vont rencontrer des médecins spécialisés. Toutes ces démarches sont assez longues parce qu'il y a peu de centres de DPI en France. Donc il faut savoir que c'est des démarches qui vont durer en moyenne 2 ans à peu près. Au bout desquelles on va faire une fécondation in vitro. Ça veut dire qu'on va stimuler les ovaires de cette femme, prélever les ovules, les faire se féconder avec les spermatozoïdes au laboratoire, donner des embryons et qu'on va aller tester les embryons pour savoir s'ils sont atteints par la mutation. Les embryons qui sont non atteints vont ensuite pouvoir être réimplantés pour la grossesse. Ça, c'est la première technique qui est accessible aux couples qui le demandent et qui le souhaitent. La deuxième technique, c'est le diagnostic prénatal. Dans ces cas-là, la grossesse va débuter spontanément et on va tester le fœtus en le prélevant en tout début de grossesse pour savoir s'il est porteur de la mutation. Si c'est le cas et que le couple le souhaite, la grossesse peut être interrompue. Donc les deux techniques sont disponibles pour des femmes tout à fait, pour des couples, des femmes atteintes d'insuffisance ovarienne. Voilà, tout à fait. Il faut savoir que la démarche de diagnostic préimplantatoire, donc de DPI, c'est une démarche qui est longue et donc ne peuvent entrer dans cette démarche que des patientes qui ont une très bonne réserve ovarienne. Pour deux raisons, c'est que le temps que ces démarches se fassent, de toute façon, comme chez toute femme, la réserve ovarienne va diminuer. Et comme cette technique nécessite de faire une fécondation in vitro et donc d'avoir beaucoup d'ovules pour faire des embryons et pouvoir les tester, eh bien, il faut qu'il y ait une très bonne réponse à la stimulation et donc une très bonne réserve ovarienne. Donc, ne vont pouvoir être éligibles à ce diagnostic préimplantatoire que des couples dont la femme a une très bonne réserve ovarienne. D'où l'importance de la préservation de fertilité dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, et puis de faire le point
quand on a le diagnostic de prémutation de l'X fragile avec un spécialiste pour savoir être informé sur toutes ces techniques et puis savoir un petit peu ce à quoi on peut avoir accès. Quand on a une patiente qui a une insuffisance ovarienne, on a dans 4 à 5% des cas, on va trouver une prémutation de l'X fragile. Donc c'est assez fréquent chez une patiente qui vient avec insuffisance ovarienne de trouver une prémutation de l'X fragile. Donc cet examen est systématiquement recherché. Si c'est une insuffisance ovarienne de forme qu'on dit familiale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs membres dans la famille qui sont atteints, alors on trouve encore plus fréquemment des prémutations de l'X fragile. A l'inverse, quand on a une prémutation de l'X fragile, on a, en fonction du nombre de répétitions, 20 à 25% de risque de faire une insuffisance ovarienne. Et le risque maximum, il est entre 80 et 100 triplés. Mais donc, toutes les femmes qui ont une prémutation ne feront pas obligatoirement une insuffisance ovarienne, mais sont à risque de la faire. Et c'est pour ça qu'il est important qu'elles aient un suivi et un conseil par un professionnel qui connaît bien cette maladie. Et par curiosité, les autres origines possibles de l'insuffisance ovarienne, à part cette prémutation du syndrome X fragile, on a d'autres qui sont assez fréquentes aussi? Oui, alors on connaît encore très mal, on connaît 30 à 40% des causes d'insuffisance ovarienne, donc il reste encore beaucoup de choses à découvrir. À côté des prémutations d'X fragile, ce qu'on retrouve le plus fréquemment, ce sont des anomalies du chromosome X. Donc soit un chromosome X qui manque, soit un chromosome X à qui il manque une des parties. Or, ce chromosome X est essentiel pour le fonctionnement de l'ovaire. Et donc on est dans les deux cas, donc à la fois pour les personnes atteintes d'insuffisance ovarienne ou les femmes qui présentent une réserve ovarienne altérée, on a un traitement qui est possible pour améliorer le fonctionnement hormonal? Alors, on ne sait pas améliorer le fonctionnement des follicules dans l'ovaire. Et on ne sait pas faire qu'il y en ait plus que ce qu'il en a, puisque ce stock est vraiment défini à la naissance et ne va que décroître. Donc ce ne sont pas des cellules qui se régénèrent au cours de la vie, contrairement à toutes les autres cellules de l'organisme. C'est un stock de cellules qu'on a à la naissance et qui va plutôt diminuer au cours de la vie. Donc les femmes qui ont une insuffisance ovarienne, comme elles ne produisent pas suffisamment d'hormones, on va leur proposer un traitement hormonal qu'on dit substitutif, donc qui va se substituer aux hormones que les ovaires produisent habituellement. Donc ces hormones, ce sont l'estradiol et la progestérone. Donc ce sont des médicaments alors qu'on peut donner soit en comprimé, soit en patch, soit en crème, et qui vont donc être très proches des hormones naturelles, contrairement aux hormones utilisées dans les pilules, par exemple, ça n'a rien à voir. Donc ils vont être très proches des hormones naturelles et qui vont permettre de jouer le rôle de ces hormones naturelles. Donc ça va jouer un rôle sur ce qu'on appelle le syndrome climatérique, donc ces bouffées de chaleur, ces sueurs nocturnes, toutes ces petits tracas du quotidien que présentent ces femmes. Donc ça va permettre de compenser la carence hormonale et de faire disparaître ces symptômes. Et puis, de façon plus silencieuse, ça va permettre, en particulier par exemple aux os ou au cœur, de fonctionner correctement, puisque ces hormones en fait sont importantes pour plein d'autres organes dans l'organisme. Il est donc important de le prescrire aux femmes qui ont une insuffisance ovarienne, et on le prescrit habituellement jusqu'à l'âge physiologique de la ménopause, qui est de 51 ans. Il est important de rassurer les femmes sur l'innocuité de ce traitement donné chez les femmes jeunes avant l'âge de la ménopause, quant au cancer du sein par exemple, ou au risque cardiovasculaire. Souvent, elles ont entendu beaucoup de choses sur ce traitement hormonal. Ces faits, ils existent quand ils sont donnés chez des femmes après la ménopause, mais ils n'existent pas quand on donne ce traitement chez des femmes jeunes. Au contraire, on a des effets extrêmement bénéfiques, et sur le plan cardiovasculaire et sur le plan osseux par exemple. Pour les femmes atteintes d'insuffisance ovarienne, est-ce qu'il y a un mode de contraception déconseillé ou au contraire privilégié pour garder des chances de fertilité? Alors, dans les modes de contraception qu'on utilise actuellement, il n'y en a aucun qui joue sur la fertilité future. Donc on peut utiliser le mode de contraception qui convient à la femme. Voilà, c'est elle qui va choisir. On n'a pas à privilégier l'un plutôt que l'autre. Après, une question que posent parfois ces femmes, c'est puisque j'ai une insuffisance ovarienne et que ma fertilité, on me dit, est très diminuée, est-ce que j'ai besoin
d'avoir une contraception. Donc là, on retourne la question, c'est comme cette fertilité elle est très diminuée, mais que les chances de grossesse ne sont pas nulles, si la grossesse n'est pas désirée, il faut utiliser un moyen de contraception efficace. Est-ce qu'il existe un phénomène comparable pour les hommes prémutés? Eh bien, pas du tout. La fonction testiculaire est très différente de la fonction de l'ovaire. En fait, donc c'est un peu injuste parce que donc, la femme a un stock de follicules défini pour toute la vie, alors que chez l'homme, les cellules qui vont donner les spermatozoïdes se reproduisent. Donc il n'y a pas, même si on emploie ce mot un peu à tort, il n'y a pas d'andropause chez l'homme. Hein. Les spermatozoïdes sont produits tout au long de la vie. Un peu moins avec l'âge quand même, mais il n'y a pas du tout ce phénomène de stock et de diminution inéluctable comme chez la femme. Il n'y a absolument pas d'équivalent chez l'homme. Il n'y a pas donc besoin de tester la fonction testiculaire.